Aujourd'hui, on va démonter mon Amstrad 6128 et on va regarder où Amstrad a fait des économies. Je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez fait de la première vidéo sur le CPC 6128. Merci, ça m'a fait... J'ai lu tous vos commentaires, merci beaucoup. Ça m'a fait chaud au cœur. Il y aura d'autres vidéos comme ça de, de mon histoire, du vécu, d'autres vidéos du vécu des années 80-90 sur l'informatique. Pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà démonté les vis de mon Amstrad, donc on va l'ouvrir ensemble. D'abord, on va identifier les composants. On reconnaît ici le Z80, donc processeur U8, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, qui était un processeur archi courant dans les années 80, dans les fins d'années 70, début années 80, et qui n'était pas cher du tout. Après, on a la mémoire ici. Donc on a, alors c'est la mémoire dynamique, donc autrefois ça se faisait beaucoup, c'était moins cher que la statique. Donc la RAM dynamique, ici on n'a que 1 bit qui est stocké, mais on a 64 kilobits, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc là on a les 64 kilooctets standard, et ici on a encore 64 kilooctets pour au total faire 128 kilooctets de RAM. Donc ils n'ont pas menti. On va voir après les astuces qu'ils ont fait. Ici, j'ai pas regardé, mais ça m'a l'air d'être de la ROM. Ici, on a le 8255. Suivant les fabricants, Motorola, Zilog, Intel, certains appellent ça des PIA, d'autres des PIO. C'est un périphérique programmable qui permet, tu le connectes d'un côté que tu connais sur le bus, et de l'autre côté, ben, tu as des sorties. 1-0, 1-0, voilà, tu as tout un tas de sorties. Typiquement, on branche ça, on branche une imprimante, on branche tout un tas de choses. Ça permet au microprocesseur de communiquer vers le monde extérieur. Donc il n'y a pas le choix. Le 8255, qui est en fait un périphérique d'entrée-sortie. Et bizarrement, regardez, il est connecté à côté du clavier. C'est justement, il va servir à piloter le clavier, mais pas que. Que les ingénieurs d'Amstrad n'avaient pas assez de broches, parce que ben, il est quand même limité en nombre de broches, et il leur manquait des broches. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme astuce? Ils ont décidé d'utiliser le composant qui sert au son. Le circuit intégré qui gère le son va aussi servir à lire le clavier. Ça va compliquer là, quand même le boulot des programmeurs. Donc regardez, on a le son ici. Le son, donc ça, ici on a toute la gestion son, donc analogique, amplification, avec son petit câble, si on le suit, on devrait, voilà, on arrive sur la molette. Donc là c'est la partie son, avec son circuit intégré de gestion du son, mais le circuit intégré de gestion du son va servir aussi à piloter le clavier. On a ici, c'est le CRTC, contrôleur vidéo, voilà. À lui tout seul, lui permet surtout d'accéder à la mémoire, et après, c'est le rôle du GetArray, lui c'est un ASIC, qui va lire les données que la mémoire a stockées, pour après les convertir en RGB et les en fichier. C'est un peu particulier pour la partie vidéo. On a le CRTC, donc composant assez simple, bon marché, qui va accéder directement à la mémoire vidéo. Bon, ça c'est une chose, mais le problème c'est que, n'oubliez pas, on a un Z80. Normalement, c'est lui le chef d'orchestre, donc il risque d'avoir un conflit. Quand le CRTC va vouloir accéder à la mémoire vidéo et que le Z80 est en train de bosser, peut-être que... Et donc c'est là le problème, c'est là qu'on arrive au premier problème, qui est que il y a un risque de conflit. Donc il va falloir mettre le Z80 en pause pendant que le circuit vidéo accède à la mémoire vidéo. Et là, donc là, ça va quelque part, ça va ralentir, forcément, ça va ralentir le processus. Donc on a le composant vidéo, le CRTC, qui va donner l'adresse à la mémoire vidéo. La mémoire vidéo va répondre, et c'est l'ASIC, le GetArray, qui va lire cette valeur, le convertir en RGB, et l'envoyer. Passons à la gestion de la mémoire. Je suis retourné à l'école, j'ai fait du découpage, pour mieux illustrer comment la mémoire est fichue dans le CPC 6128. Et j'avoue que j'ai eu des petites surprises. La RAM dans le CPC est décomposée en blocs de 16 kilooctets. Donc nous avons le bloc 0, 16 kg, le bloc 1, 16 kg, le bloc 2, 16 kg, et enfin le bloc 3, 16 kg, ce qui nous fait un total de 64 kilooctets. C'est ce que l'on a, c'est ce qu'on appelle la RAM basse, la RAM directement accessible. Le Z80 ne sait accéder que à 64 kilooctets maximum de par sa conception. Donc il a fallu que les ingénieurs d'Amstrad trouvent un moyen pour dépasser cette limite. Surtout que là, on n'a que la RAM.
Mais il nous faut aussi de la ROM, là où il y a l'interpréteur basique, où il y a des drivers, voilà. Donc ça ne nous suffit pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé ce qu'on appelle un système de bank switching, on appelle ça. C'est qu'en fait, on va avoir des blocs, donc toujours des blocs de 16 kilooctets, mais qui vont masquer. La RAM est toujours là, mais elle est dessous, pas accessible directement. Si le microprocesseur a besoin d'accéder dessous, si le jeu a besoin d'accéder dessous, c'est ce qui se fait souvent sur les gros jeux, hop, on bascule, on fait un switch, et voilà, pendant toute la durée du jeu, on a la RAM qui se trouve à nouveau accessible. Mais lorsqu'on est sur interpréteur basique, voilà comment c'est. Sauf que la ROM fait plus que 16 kilooctets. Donc il a fallu trouver encore un autre moyen par les ingénieurs, c'est qu'ils ont encore mis une ROM, donc qui est le complément de celle-ci, mais qui va être par défaut masquée par la RAM. Et lorsque on en a besoin, hop, on fait la bascule, et ainsi de suite, on se retrouve avec la ROM. Vous avez vu, ça va quand même complexifier la programmation, mais ça fonctionne. Et donc là, on a 64 kilooctets. Le 6128 a 128 kilooctets. Donc comment ils ont fait? Ils ont rajouté de la RAM, qu'on a appelé la RAM supérieure. Donc là, on a 64, donc ça nous fait un total de 128. Et ils ont appliqué la même méthode. C'est-à-dire qu'on a décomposé en blocs, bloc 0, bloc 1, 2, 3. Et pour accéder à cette RAM, il a fallu passer par un SAS, une sorte de SAS de communication. Et le SAS de communication se trouve ici, dans le bloc 1. Et donc, lorsque on va vouloir accéder à cette RAM, il va falloir... Donc, celle-ci va être masquée. Et je vais demander... Hop, et je me retrouve avec le bloc super de la RAM supérieure, bloc 0, accessible à cet endroit-là. Et si je veux accéder à celle-ci, hop, celle-ci, on la repositionne. Et on se retrouve avec celle-ci. Voilà, donc l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à la totalité en simultané. On passe uniquement par bloc de 16 kilooctets, par l'espèce de SAS qui est le moyen de communication avec la RAM supérieure. Maintenant, on va aller sur le schéma lui-même, et je vais essayer de représenter de façon la plus simple possible l'architecture, tout ça, sur un schéma papier qui permet de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, ici, j'ai le schéma complet. Ici, j'ai le schéma complet du 6128. Voilà, ici, on a les deux blocs de RAM. Voilà, ici, on a le Z80 qui se trouve en bas à gauche. Et comme je vous avais dit, le Z80 n'est pas vraiment le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est l'ASIC qui a été conçu par Amstrad pour celui-là, ici, là, le Gate Area. Donc vous avez ici, là, voilà, lui. Voilà. Lui, c'est lui qui gère le timing. C'est-à-dire que lui va, à travers la petite broche Ready, ici, va donner le signal au Z80. Le Ready, il est où le Ready? Il est là, Wait, vous voyez, ici. Donc il va donner le signal au Z80 d'attendre, de dire bah stop mon gars, là je suis en train de bosser, je suis en train de faire l'image, donc bah, tu attends. Voilà, c'est l'inconvénient, c'est l'un des compromis qu'a trouvé Amstrad pour réduire les coûts. Donc ça permet justement que la RAM sert de RAM normale, mais sert aussi de RAM vidéo. Donc c'est le Gate Array, là, l'ASIC, qui va lire les octets dans la RAM, qui sert aussi de RAM vidéo, pour après afficher le rendu sur l'écran. Normalement, dans les ordinateurs, maintenant ça se fait plus ça. Maintenant, maintenant, on a de la RAM dédiée à la vidéo, ce qu'on appelle la VRAM, la RAM vidéo, qui est souvent très rapide et qui permet de séparer la RAM normale de la RAM vidéo. Mais à l'époque, voilà ce qu'ils ont trouvé voilà l'un des subterfuges qu'ils ont trouvé pour économiser. Donc il n'y a pas besoin de mettre de la RAM vidéo, c'est la même, la RAM normale. Après, on a, regardez ici, voilà, ici. Ici, on a le CRTC, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est le contrôleur vidéo, qui marche conjointement avec le Gate Array. Lui va donner l'adresse du pixel affiché, et lui va l'afficher. Alors regardez, on passe par des espèces, ça sert à faire l'aiguillage. Je vous zoome un peu. Ça sert à faire l'aiguillage, regardez. C'est qu'ici, ça, c'est les broches du CPU, donc du Z80. Et ça, c'est les broches d'adresse que lui va falloir, que lui va devoir interroger pour générer l'image. Et donc, on a deux entrées et une sortie. Ça veut dire que lui va faire l'aiguillage, quand le CPU peut accéder à la RAM, il va faire le lien entre là et là. Entre là et là, il va faire le lien. Et quand on a besoin de générer l'image, ça bloque ici, l'accès au Z80, et c'est lui qui prend la main pour accéder à la RAM. Vous voyez, donc c'est l'un après l'autre, et non pas les deux en même temps.
Après, qu'est-ce qu'on a aussi comme petit... Ah oui, alors ici, une autre aussi source d'économie qu'a fait, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, on a le clavier. Donc le clavier est matricé. Le fait d'avoir une matrice de touches pour les claviers, c'est devenu un standard, on le trouve partout. Même sur vos claviers USB, hein, à la base, vous avez toujours une matrice. Vous avez des lignes et vous avez des colonnes. Et le microprocesseur va devoir scanner, donc très vite, en permanence, il va scanner toutes les colonnes, et il va lire toutes les lignes, ou inversement, peu importe. Et quand il voit qu'une touche est appuyée, il va avoir une correspondance entre la ligne et la colonne, et là, il sait quelle touche est affichée. Ça marche toujours. Et alors, petite anecdote, quand j'ai dépanné un flipper, c'était un Terminator 2, et alors ça m'avait fait sourire de voir que même les flippers, donc pourtant c'est pas des claviers, tous les capteurs des flippers, en fait, c'est une matrice. Donc c'est complètement une matrice. Et quand vous avez un menu service, et sur le petit affichage sur les flippers un petit peu récents, des années 90, avec les dot matrix, on appelle ça, et on voit la matrice. Et quand vous appuyez sur, par exemple, le flip droit, flip gauche, et vous aviez les points qui s'allument. Et quand la bille va toucher un capteur, vous avez le point sur la matrice qui s'allume. Donc c'est universel. Là, ici, je vous avais dit, c'est le PIO. Donc ici, vous avez le CPU qui accède au PIO. Et le CPU va pouvoir justement envoyer des 1 et des 0 sur les bornes. Mais vous voyez, c'est limité. On n'en a qu'un certain nombre. Là, on a 8 bits, on a 3 fois 8 bits. Et pas plus. Sauf que, ils avaient besoin de plus que ça. Donc on a le PIO qui sert à communiquer avec le son, donc le circuit son, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, déjà, il faut passer par lui pour accéder au circuit son, donc petites économies. D'habitude, le microprocesseur peut communiquer directement avec le circuit son, mais là non, il faut passer par lui. Donc ça ajoute une complexité au niveau de la programmation, mais ça se fait. Et alors regardez aussi, c'est que la partie clavier, on passe aussi par la partie son. Donc c'est pareil, c'est pour économiser, ça leur fait gagner des broches, donc ça complexifie pas mal. Et c'est pareil pour les joysticks. Les joysticks aussi sont connectés sur le circuit son. Donc c'est assez astucieux. Et enfin pour la partie couleur, génération des couleurs, les fameuses 27 couleurs, c'est encore une astuce qu'ils ont trouvée qui est pas mal. Ici vous avez votre signal rouge, vert et bleu. Et vous voyez ici, on passe par des résistances. Donc ces résistances vont permettre de convertir la valeur numérique en analogique. Donc si on a 0 ici, on aura 0 en rouge. Si on a un 1, on va avoir une tension. On n'aura pas 5 volts ici, on aura un petit peu moins parce qu'on passe à travers une résistance ici. Mais là où ils ont été malins, les ingénieurs d'Amstrad, c'est que ici, le Gateway a la possibilité de se mettre en ce qu'on appelle en haute impédance. C'est-à-dire que c'est comme si on coupait le fil ici. Et donc si on coupe le fil ici, on a cette résistance qui est en série de celle-ci. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va avoir une tension un peu plus basse. On aura peut-être 2,5 volts. Donc on a bien trois cas possibles. C'est soit on a à peu près 5 volts, soit on a 0 volts, soit on a 2,5 volts. Donc ça fait 3 valeurs par couleur. Si on multiplie tout ça par le nombre de couleurs, ça nous fait 27 couleurs. Vous voyez, c'est encore des petites astuces d'électroniciens qu'ils ont fait pour limiter vraiment les coûts au maximum. Puis quand je me suis renseigné, je me suis aperçu aussi que l'architecture du 6128 est vraiment calquée sur le 464, à part qu'ils ont rajouté la RAM, mais c'est à peu près tout, quoi. Ils ont vraiment fait le strict minimum. Mais ça n'empêche que c'est une machine formidable qui a bercé l'enfance de tout le monde. Dans la prochaine vidéo, on va relier le monde de l'arcade avec le CPC 6128. Je vous en dis pas plus. À bientôt. Merci beaucoup aux membres de la chaîne. Merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne rater aucune des prochaines vidéos.